grand plaisir d'accueillir ce soir Félix Renals-Moncera. Félix est titulaire d'un master d'égyptologie à l'Université de Paris-Sorbonne en 2010. Ce sont ses longs parcours d'égyptologue. Agrégé d'histoire en 2012. Boursier de la Fondation Thiers en 2015-2016. Et finalement docteur en égyptologie de la Sorbonne, avec une thèse consacrée aux fouilles françaises de Medamoud, dont il proposait une synthèse historique et archéologique. En effet, Félix participe depuis 2012 aux recherches menées conjointement par l'IFAO et l'Université de la Sorbonne sur ce site de Medamoud, en Haute-Égypte, à proximité de Luxor, et depuis 2017, depuis cette année, il dirige cette mission conjointe sur le site de Medamoud. Depuis septembre 2017, depuis la dernière rentrée, Félix est aussi membre scientifique de l'IFAO. Il sera donc basé à Mounira pour 4 ans, durant lesquels il développera son projet de recherche et ses travaux, centrés donc sur ce site de Medamoud. Je lui laisse maintenant la parole pour vous présenter justement ces travaux. Je vous souhaite une bonne conférence et une bonne soirée. Bonsoir. J'aimerais commencer cette conférence en remerciant l'Institut français d'Égypte et également l'IFAO pour leur invitation à venir vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le site de Medamoud. Comme monsieur le directeur vient de le rappeler, j'ai développé mes recherches de ma thèse de doctorat sur ce site dont je dirige également les missions. Je remercie également les institutions de tutelle qui sont évidemment notées ici, l'IFAO, l'Université de la Sorbonne et également le Fonds Khéops pour l'archéologie pour leur soutien financier au projet sans lequel celui-ci ne pourrait pas voir le jour. Enfin, je vous remercie vous tous également pour votre présence ce soir également. Donc, ce soir j'aimerais bien vous présenter tout d'abord le déroulement des fouilles à Medamoud. Ces fouilles se sont déroulées au début du XXe siècle et ce sont à partir de cette information tirée des fouilles anciennes de Medamoud que nous pouvons aujourd'hui reconstruire l'histoire du site et également vous présenter bien sûr les résultats actuels de la mission IFAO qui est l'héritière de cette mission précédente du début du XXe siècle. Tout d'abord, pourquoi étudier Medamoud ? Medamoud est un site très connu en raison des nombreux vestiges qu'il a livrés. Je vous livre ici une phrase de Charles Boreux, conservateur du musée du Louvre en charge du département des antiquités égyptiennes. Les fouilles que M. Bisson de la Roque conduit depuis 1924 au nom du musée du Louvre sur le site de Medamoud, à une dizaine de kilomètres au nord de Luxor, peuvent compter parmi les plus fructueuses qui aient été exécutées en Égypte. En effet, et vous le verrez, Medamoud est un site qui a livré de nombreux vestiges et il suffit pour vous d'aller au musée du Caire, pas très loin d'ici, pour admirer de nombreuses œuvres qui proviennent de ce site. Pour vous situer un peu, Medamoud est le nom actuel d'une petite ville d'environ 1000 habitants à une dizaine de kilomètres au nord de Luxor, donc Karnak se situe ici, et vous voyez ce site de Medamoud à une dizaine de kilomètres au nord de Luxor se situe à aussi une dizaine de kilomètres du Nil. Bien évidemment, le tracé du Nil à l'origine devait être bien plus proche du site de Medamoud, ce qui explique pourquoi celui-ci a été fondé à cet emplacement. Simplement, vous le savez aussi, le cours du Nil connaît des mouvements importants, en particulier en Haute-Égypte. Ce village dont je vous parlais abrite un site remontant à l'époque pharaonique qui se compose essentiellement d'un temple entouré du village et de ses palmeraies. Ce temple dont les vestiges subsistent essentiellement
à la hauteur d'1 mètre. Vous voyez ici l'état actuel des vestiges, mis à part les 5 colonnes du portique d'entrée. L'essentiel des vestiges aujourd'hui visibles sur le site remonte à l'époque ptolémaïque. Ce temple, donc qui était l'essentiel des vestiges aujourd'hui conservés sur le site, est dédié au dieu Montu Nebmadou, qui était le dieu tutélaire de la province de la Thébaïde. Vous le savez également, Montu avait différents lieux de culte, tout particulièrement Hermante, son principal lieu de culte, mais également Tod et postérieurement Karnak Nord. Avec ces 3 autres sites, Medamut formait le complexe de temples autour de ce sanctuaire, autour de ce dieu, pardon. Donc, les structures qui sont aujourd'hui préservées peuvent se comprendre essentiellement si nous nous intéressons à l'histoire du site. Ainsi, comme dans la plupart des temples égyptiens, le temple a été débité au Moyen-Âge et pour faire simple, tout ce qui ressortait en dehors du sol a été largement remployé dans des constructions diverses qui sont aujourd'hui perdues. Pour vous donner une idée, je vous montre ici une photographie tirée des archives qui montre l'état au début du XXe siècle du temple. Donc vous voyez, on ne voit pas grand-chose du temple, et mis à part ces 5 colonnes, le reste du temple a largement été débité. L'autre grand vestige qui nous reste du temple de Medamut est la porte d'entrée du temple, appelée aussi la porte de Tibère. Vous la voyez ici. Aujourd'hui, il ne reste que les 2 grands môles de la porte. Et ces 2 grands môles, en fait, sont le produit d'un effondrement de la même porte. Vous voyez aussi ici une photographie du début des fouilles où les blocs de la porte ont été retrouvés. Et donc, le cœur de la porte ici, les blocs se sont effondrés et les premiers fouilleurs ont retrouvé cet amoncellement de blocs qui formait le parement extérieur de la porte. Nous y reviendrons un peu plus tard. L'intérêt de Medamut réside également dans la riche histoire de ce site. Ce site n'est pas uniquement un site ptolémaïque et les vestiges remontent essentiellement jusqu'au Moyen Empire. En effet, les premiers fouilleurs, et nous le développerons un peu plus tard, ont découvert dans le temple lui-même et dans les fondations de ce temple des blocs remontant au Moyen Empire. Vous voyez ici une photographie qui vient des archives du Collège de France, dont une copie se trouve par ailleurs aux archives de l'IFAO. Vous en verrez beaucoup au cours de cette conférence. Vous voyez ici le sol du temple ptolémaïque et vous voyez ici un bloc qui normalement se trouvait dans le dallage du temple, qui normalement du coup n'était pas visible, et quand nous agrandissons un peu la photographie, vous voyez qu'il s'agit d'un bloc épigraphié. D'ailleurs, ce bloc, vous pouvez aujourd'hui le voir au musée du Caire, il appartient à une des portes monumentales construites par Sésostris III dans le site et qui sont exposées dans la grande galerie du musée du Caire. Comme vous le voyez, l'essentiel des fouilles du site de Medamut ont été réalisées entre les années 1920 et 1930. Le site a ensuite été abandonné jusqu'en 2011, date à laquelle la mission IFAO a repris les activités sur le terrain. Vous comprenez donc que la mission actuelle est donc l'héritière de ce passé et que d'un côté, les connaissances depuis cette époque ont beaucoup évolué, donc nous devons à la fois reprendre des dossiers déjà ouverts par nos prédécesseurs et en même temps tenter d'étendre leurs analyses. C'est pourquoi aujourd'hui, non seulement je vais vous parler des travaux actuels de la mission, mais je vais tenter également de vous reconstruire l'histoire du site. Comme c'est une mission pas très connue, je vais me permettre tout d'abord de vous présenter les résultats de ces premières fouilles pour tenter pour vous de vous faire comprendre nos travaux actuels sur le site. Ensuite, je me permettrai de vous présenter comment la mission actuelle doit préciser les résultats des anciennes fouilles. Et enfin, je vous parlerai des structures entourant le temple qui seront le cœur de nos recherches dans les années à venir.
On est habitué à vous parler de nombreuses pierres et de nombreux temples. Ici, vous verrez que nous allons surtout parler de céramique. Donc, si nous revenons aux fouilles de Medamud, le temple était connu essentiellement depuis le XVIIIe siècle, et je vous remontre une photographie que je vous ai déjà montrée. Ce temple était connu grâce au fait que certains vestiges sortaient hors du sol. On savait donc qu'un temple était installé à cet endroit, et des voyageurs, Champollion lui-même, entre autres, avaient signalé la présence des vestiges sur place. La première question que nous devons nous poser, c'est qui a donc fouillé à Medamud? Vous le savez tous, en Égypte, pour pouvoir fouiller, il vous faut une autorisation du service des Antiquités. Celle-ci a été donnée dès le début du XXe siècle au Louvre, et cela se doit à l'intérêt porté par son conservateur, Georges Bénédicte, qui est un des grands conservateurs du musée du Louvre au début du XXe siècle, qui a fait la première demande pour fouiller sur le site de Medamud. Toutefois, le Louvre n'avait pas la possibilité de fouiller le site de Medamud par manque d'archéologues. Il a fallu attendre les années 20, à un moment où l'Institut français d'archéologie orientale pouvait débloquer, on va dire, ou libérer un de ses pensionnaires pour pouvoir assurer les fouilles sur le site de Medamud. C'est un de ses pensionnaires, nous reviendrons, Fernand Bisson de la Roque, qui s'en est chargé. Cette gestion entre le Louvre et l'IFAO permettait ainsi un commun accord entre ces deux institutions. D'un côté, l'IFAO pouvait fouiller le site et publier les résultats, c'est ce qui intéressait au premier terme l'institution. Et d'un autre côté, le Louvre pouvait récupérer une partie du partage des antiquités. Vous savez que l'essentiel, au début du XXe siècle, l'essentiel des antiquités était déposé au musée du Caire, mais une petite partie pouvait aller au concessionnaire de la fouille, à savoir ici, le musée du Louvre. Ces fouilles se déroulèrent en deux étapes principales. La première entre décembre 1924 et 1932, ces fouilles furent dirigées par Bisson de la Roque. La deuxième étape, qui se dégage entre 1933 et 1939, les fouilles furent dirigées par un deuxième membre de l'IFAO, Clément Robichon. Si j'insiste autant sur cette partie historique, c'est parce que dès 1940, le chantier fut fermé. Essentiellement, vous comprenez, 1940, c'est la date de déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, donc cela entraîne la fermeture d'une partie des chantiers en Égypte. Et il faut attendre 2011 pour qu'il y ait un retour des activités archéologiques sur le site. De ce fait, je suis quand même assez fier de pouvoir dire que malgré une longue interruption, Medamud est une des missions historiques depuis le début des fouilles de l'IFAO avec d'autres chantiers tels que Der El Médine. Donc, si nous prenons un peu plus en détail les résultats de ces fouilleurs. Donc, je vous ai dit, la première étape de fouille fut dirigée par Fernand Bisson de la Roque, que vous voyez ici, assisté d'un épigraphe, Étienne Drioton. Ces deux archéologues s'intéressèrent essentiellement au dégagement du temple que vous voyez ici. Donc, il s'agit d'un temple, nous y reviendrons dans le détail, qui date essentiellement de l'époque ptolémaïque. Voici une photo de l'état actuel du terrain. Donc déjà, première remarque que vous pouvez faire en comparant ces deux vues, vous voyez bien qu'une grande partie des vestiges, si vous regardez surtout ici derrière, quand nous regardons la photographie, cette photographie date d'il y a 2 mois, fin septembre, vous voyez qu'une grande partie des vestiges ont disparu. Bon, nous reviendrons, et évidemment là-dessus, c'est bien évidemment l'effet des fouilles anciennes. L'intérêt de ce temple, comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'avoir retrouvé en son sein l'utilisation de blocs bien plus anciens, remployés à l'intérieur du temple. Ainsi, par exemple, je vous montre une photographie où vous voyez le niveau du sol du temple ptolémaïque, ici, et l'utilisation de blocs remontant au Moyen Empire. Ici, vous voyez 2 colonnes remontant à la XIIIe dynastie,
qui furent utilisés en remploi essentiellement pour former une plateforme sur laquelle construire un nouveau sanctuaire. Pour tirer des informations de cette découverte, Bisson de la Roque fouilla le temple avec les techniques de l'époque. Aujourd'hui, bien évidemment, il est facile de critiquer la technique de nos prédécesseurs, mais à l'époque, c'était la seule technique qui était connue. Bisson de la Roque fouilla en sous-œuvre l'essentiel de ces fouilles. Donc concrètement, cela signifie qu'il creusa, vous voyez ici, une tranchée à côté d'une structure pour enlever toutes les pierres de remploi sur le temple, parce que ce qui l'intéressait, c'était bien évidemment de retrouver des monuments qu'il pourrait exposer dans les musées. Simplement, ce faisant, Bisson de la Roque a complètement perturbé toute la stratigraphie du site, parce que vous comprenez bien que si on creuse d'un côté pour extraire des blocs, ça veut dire qu'une bonne partie des niveaux originaux sont détruits dans cette procédure. C'est ce qui explique que vous puissiez voir dans les musées, par exemple certains blocs ici sont au Louvre, d'autres sont au musée du Caire. Ces blocs remontent pour l'essentiel au règne de Séleucris III et à la XIIIe dynastie. Bisson de la Roque, au regard de ces différentes hypothèses, de ces différentes remarques, a pu mettre en place une chronologie du site qui est essentiellement celle que l'on retrouve dans la plupart des manuels. Donc, les plus anciens blocs qu'on a retrouvés sont ceux de Séleucris III. Donc on se dit Séleucris III a fondé le premier temple. Ensuite, on a quelques blocs du Nouvel Empire. Cela veut dire que le temple Séleucris III a été détruit pour y construire un nouveau temple remontant à Thoutmôsis III. Troisième étape, ce temple de Thoutmôsis III aurait été détruit à son tour par les Ptolémées. Voici l'essentiel des données qui sont jusqu'aujourd'hui disponibles dans les manuels. Simplement, plusieurs remarques. La première, une deuxième étape de fouille fut organisée par l'IFAO. Celle-ci fut dirigée par Clément Robichon entre 1933 et 1939. Or, ces fouilles ne furent jamais publiées, donc malheureusement, il est assez compliqué de restituer l'histoire de celle-ci. Néanmoins, grâce à l'étude des archives et aux quelques publications qui sont à notre disposition, nous pouvons aujourd'hui tenter de restituer un peu plus les éléments qui furent découverts. Tout d'abord, il faut remarquer, l'objectif des fouilles de Clément Robichon fut de dire si on fouille en dessous encore des niveaux fouillés par Bisson de la Roque, on pourra peut-être retrouver les niveaux originels où étaient déposés les différents blocs qui furent ensuite utilisés en remploi. Et en effet, vous voyez ici qui réussirent leur entreprise. Donc, en fouillant très profondément dans le temple, ils atteignirent des niveaux où ils découvrirent des briques qui, du coup, étaient des briques à leur emplacement originel et qui leur permirent de restituer un plan. Je vous montre une autre photo pour que vous puissiez vous rendre un peu avoir un peu à l'esprit l'état de ces fouilles et l'état de ces vestiges. À partir de ces différentes observations, ils publièrent un plan que voici, fort compliqué à analyser. Toutefois, au sein de ce plan, nous pouvons distinguer deux éléments principaux. Le premier, c'est que les fouilleurs découvrirent le tracé originel de certaines structures remontant au Moyen Empire et tout particulièrement au temps de Sésostris III. Ce temple, du coup, de Sésostris III était un temple essentiellement construit en briques, reposant en son cœur sur une plateforme en calcaire dont vous voyez ici quelques images. Cette forme de ce temple est connue dans la documentation. Par exemple, vous connaissez le temple que le même roi a fait construire à Abydos et vous pouvez voir ici certains points de comparaison, essentiellement la construction en rectangle autour d'un cœur de temple avec une plateforme en calcaire, dont vous voyez l'emplacement fort similaire entre les deux. Sous ce niveau, les fouilleurs ont prétendu découvrir
un temple qu'ils nommèrent le temple primitif. Voici le seul document qu'ils publièrent, un plan en disant « Voici le plan du temple primitif d'après les fouilles de 1939 ». Bon, soit. Première remarque, vous voyez que le plan de ce temple est assez curieux par rapport à la tradition égyptienne à laquelle nous sommes tous habitués. D'autre part, deuxième remarque, vous voyez bien que le nom même de temple primitif n'est pas un nom auquel nous sommes habitués. On est habitué à parler d'un temple prédynastique, d'un temple Ancien Empire, d'un temple Moyen Empire, mais pas d'un temple primitif. Cela est sûrement fait à raison. Dans les textes qui ont été publiés à l'époque, les fouilleurs ont délibérément choisi ce terme de primitif pour entretenir un flou terminologique, c'est-à-dire pour unir à la fois une espèce de flou entre une datation préhistorique et d'un côté une datation pré-Moyen Empire. Comme ça, pour unir les deux, on dit c'est un temple primitif, hein, comme ça c'est pas la peine de se mouiller. Ainsi, par exemple, M. Pierre Lacot insiste sur la surprise causée par cette découverte. Il hésite sur la date du monument, qui est peut-être pré-égyptien. Il montre l'intérêt qu'il y aurait à pousser les fouilles en profondeur. Les fouilleurs n'ont pas détaillé beaucoup plus que les quelques phrases que je vous montre ici dans ces diapositives. Toutefois, aujourd'hui, nous avons des critères qui nous permettent de redater la plupart de ces éléments. Tout particulièrement, si nous analysons un peu plus le plan de cette structure, vous voyez que tout autour des murs furent découverts, ici, des petits points qui en fait représentent des dépôts de céramique. Or, grâce à l'analyse des archives, nous pouvons aujourd'hui reconnaître ces céramiques et la céramologue de notre mission, Zulema Barahona Mendieta, a proposé, avec forte intuition, des rapprochements avec des vases connus à Tôtes et à Abydos qui remontent à la XIe dynastie. Donc déjà, du point de vue de la datation, il faut oublier l'aspect temple pré-égyptien, temple pré-dynastique, il faut parler d'un temple ou d'une structure en tout cas de la XIe dynastie. Je ne peux aujourd'hui rentrer dans le détail de toute son architecture car pour l'instant nous ne pouvons faire qu'une analyse à partir des archives. Il se trouve que, et vous le verrez, le niveau de la nappe phréatique est bien trop élevé pour pouvoir se prononcer. Ainsi, en septembre dernier, quand nous sommes allés sur le terrain, je me suis proposé de faire quelques sondages ici avec Romain Séguier, l'archéologue responsable du chantier à Medamoud, pour tenter de retrouver, vous voyez ici, des tracés de ces structures qui sont attestées par les photographies. Toutefois, et à notre grande déception, vous voyez le résultat que nous avons eu lors de la fouille de ce secteur-ci. En ouvrant à une cinquantaine de centimètres, nous avons tout d'abord été surpris par trouver de nombreuses structures architecturales jetées dans le temple. Manifestement, il s'agit ici des effets de la fermeture du site. Donc en 1940, quand le site a été fermé, les fouilleurs se sont empressés de refermer le site en mettant dedans un mélange de pierre, de sable et de tout ce qu'ils trouvaient à l'intérieur. D'autre part, vous le voyez aussi, ici, le niveau actuel de la nappe phréatique est bien élevé et nous empêche d'aller beaucoup plus de descendre plus bas pour permettre donc d'apporter une réponse aux interrogations. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore vous montrer des traces de ce temple primitif, qu'il faut désormais appeler le temple de la XIe dynastie, mais voilà, pour l'instant, on va se limiter à cette étude des archives. J'espère que dans les prochaines campagnes, peut-être en changeant la mission de date, ce que nous allons faire en 2018, et peut-être en utilisant des pompes, nous pourrons atteindre quelques niveaux et une prochaine reprise, je pourrai vous montrer des images actualisées. Donc, comme vous voyez,
nos recherches sont amenées à étudier cette documentation héritée des anciens fouilleurs du site pour vérifier leur précision et tenter de voir un peu ce que nous pouvons en tirer. Par exemple, le plan du temple que je vous ai présenté est essentiellement hérité des travaux des anciens fouilleurs et nous devons aujourd'hui tenter de le préciser. Tout d'abord, du point de vue de la datation, le temple, je vous ai dit, a été daté de l'époque ptolémaïque. Simplement, quand vous voyez l'état des vestiges actuels, donc vous voyez ici une photographie qui vous montre l'arrière du temple, ici c'est la photographie générale avec l'avant du temple, il ne reste pas grand-chose des assises d'élévation de ce temple. Donc l'épigraphie ne peut pas être d'un très grand secours pour pouvoir dater le temple. Si nous analysons cependant les maçonneries du temple, c'est-à-dire la structure même des blocs, aujourd'hui, les études ont permis de faire évoluer notre connaissance et d'apporter de nouveaux critères de datation. Or, aujourd'hui, en regardant les maçonneries encore en place du temple, certaines datent de manière assez assurément de l'époque ptolémaïque. Vous voyez ici les canaux de mortier utilisés à l'époque ptolémaïque de manière fort connue par les travaux de Goyon et de Golvin, mais d'autres maçonneries encore en place ne présentent pas de telles maçonneries, de tels critères de datation qui sont normalement assez répandus dans l'architecture. Ces maçonneries, au contraire, présentent des points fort communs avec les maçonneries du Nouvel Empire. Donc là, ça veut dire que le temple actuel de Medamud n'est pas un temple entièrement ptolémaïque, mais que certaines parties du temple encore visibles aujourd'hui remontent au Nouvel Empire. Et là, vous voyez, je vous ai... Bon, normalement, il y a des couleurs différentes, mais il faut imaginer que, donc, au moins le plus important, c'est ici ce que vous voyez en noir, normalement c'est du rouge, le jaune, du rouge aussi ici, et ici du brun, pour simplement vous détailler qu'il y a un cœur de temple remontant au Nouvel Empire. Ce cœur de temple a été progressivement étendu aux époques suivantes, à la basse époque et ensuite à l'époque ptolémaïque. Donc là, vous voyez, on est dans un schéma beaucoup plus proche de ceux que suivent d'autres temples, par exemple le temple de Tod ou même le temple de Karnak, où vous voyez qu'un temple a été progressivement agrandi par annexion successive d'éléments. Ainsi, les temples de Medamud, si on doit les appeler ainsi, on voit bien que certes il y a ce temple de la 11e dynastie et ce temple du Moyen Empire, mais que la suite de l'histoire du temple de Medamud n'est faite que d'extensions successives, comme dans beaucoup d'autres temples de la vallée. Nos recherches également aussi nous ont porté à s'interroger sur la pertinence des plans des fouilleurs. Donc je vous ai déjà montré ce plan global. Ce plan global de Medamud est en fait un plan qui a été fait à partir des plans des premiers fouilleurs en tentant de trouver une cohérence entre ceux-ci. Je vais vous montrer par exemple une recherche que nous venons de mener, qui est encore en cours dans le cadre de la mission qui vient de se terminer. Ainsi, j'ai voulu m'intéresser aux abords du temple, vous voyez cette zone ici, où d'après les fouilleurs se trouvait un mur, que vous le voyez ici, qui devait marquer une des enceintes du site. Dans leur publication, les fouilleurs nous disent que en fouillant le sol, sous le niveau du sol du temple, nous avons rencontré un gros mur en briques qui doit être regardé comme un mur d'enceinte sacrée. Ce mur a 9 mètres de largeur, il est en direction sud-nord et traverse obliquement toute l'esplanade ouest. Donc là, on aurait un mur d'enceinte du site, soit. Ce mur d'enceinte du site aurait 9 mètres d'épaisseur, soit. Et vous voyez, il ne se prononce pas forcément sur la datation. Néanmoins, en regardant la localisation du mur par rapport au temple, on peut déjà se dire que ce mur-là et cette face du temple ne doivent pas dater de la même époque en raison de la proximité de ces deux structures. Toutefois,
Si nous revenons un peu sur le plan lui-même, en fait ce plan, je vous ai dit, a été fait par la mission en unissant différents plans des anciens fouilleurs. Les fouilleurs eux-mêmes ont publié un plan à chaque mission, donc en montrant l'espace qu'ils ont fouillé année après année. Donc si nous nous intéressons à ce secteur, vous voyez le plan de l'année 1929 où ils ont fouillé ce secteur avec le mur de 9 mètres ici représenté. Simplement, l'année suivante, les fouilleurs ont dégagé les secteurs plus au sud du temple, ici, et nous ont donné un autre plan où, croyez-moi sur parole, c'est écrit ici, les fouilleurs disent avoir retrouvé à nouveau ce même mur de 9 mètres. Jusque-là, très bien. Toutefois, si nous unissons ces deux plans, le plan de 1929 et le plan de l'année suivante, 1930, nous voyons que le tracé de ce mur, qui est présenté comme le même mur, n'est pas droit. Donc déjà, ça pose un petit problème de dire que ce mur-là et ce mur-là sont théoriquement les mêmes murs, alors que les plans ne correspondent pas forcément. C'est pourquoi j'ai demandé à Romain Séguier de faire quelques sondages dans ce secteur. Tout d'abord au nord du dallage, donc vous voyez ici le dallage, et en effet, nous avons découvert une partie de ce mur qui fait bien approximativement 9 mètres d'épaisseur, donc nous voilà rassurés. Toutefois, du côté sud de ce dallage, la situation était bien différente. Vous voyez la structure que nous avons découverte. Si nous la regardons d'un peu plus près, cette structure est bien les restes de ce mur, dont vous voyez ici l'épaisseur qui fait aussi approximativement 8,70 mètres. Simplement, les fouilleurs ne nous avaient pas dit que ce mur avait été sûrement débité en partie par des constructions postérieures, et la céramique nous permet de proposer qu'il s'agit ici des effets de l'installation de maisons tardo-romaines dans ce secteur, voire même l'installation d'un puisard ici au milieu du mur. Donc vous voyez, notre mission doit ici vérifier les résultats des missions antérieures, et nous espérons, dans la prochaine mission, à partir du mois de février, continuer le dégagement de ce mur pour enfin pouvoir en préciser réellement et la datation et le plan direct, complet. Un autre des objectifs de notre mission est de terminer les publications que les anciens fouilleurs n'ont pas terminées. Et tout particulièrement, il s'agit ici du chantier de la porte de Tibère. Je vous ai déjà dit, donc cette porte de Tibère, dont les blocs de revêtement ont été retrouvés à l'intérieur de l'effondrement de la porte qui se situait ici. Ces blocs ont pu être rangés les dernières années sur des mastabas en béton. Cela est un travail d'équipe, bien évidemment. Tout ce que je vous dis a été réalisé grâce à la collaboration, tout particulièrement ici de notre architecte Emmanuel Larose, de Franck Burgos, le tailleur de pierre, et surtout de Gaël Paulin, le photographe de l'IFAO. Grâce à cette étude et à ces rangements des blocs, une couverture photographique de ceci a pu être réalisée pour aboutir à un remontage au moins partiel et au moins sur le papier de la porte que je vous présente ici. Bien évidemment, cela permettra d'aboutir à la publication des textes de la porte dans une première étape, qui donnera accès à la théologie du temple. Vous savez que ces pylônes d'entrée des temples étaient un condensé de la théologie des temples ptolémaïques. Évidemment, dans la publication, nous allons non seulement nous fonder sur les blocs aujourd'hui encore présents sur le terrain, mais nous allons aussi prendre en considération l'étude des archives avec tous les blocs qui malheureusement ont disparu entre 1940 et nos jours pour tenter d'aboutir à une publication complète. Cette publication prendra également acte des blocs qui sont à l'intérieur de la porte. Donc vous me voyez ici en train d'étudier les blocs qui sont encore
à l'intérieur des meules même de la porte, où nous retrouvons essentiellement des blocs remontant à l'époque ramesside, essentiellement des règnes de Séti Ier et de Ramsès II. Bon, quelques photographies juste pour que vous voyez un peu cette équipe au travail, donc les différentes personnes que je vous ai présentées, Dominique Valbel qui doit publier les textes de la porte, Gaël Paulin, etc. Le dernier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait que nous sommes donc les héritiers de ce chantier du début des années 1920-1930 et du coup nous avons aussi hérité de leurs travaux, tout particulièrement de la restauration qu'ils ont effectuée du temple. Vous voyez ici les restaurations au ciment qui ont été réalisées dans les années 40 et qui sont encore aujourd'hui sur place sur le terrain. Vous savez bien que le ciment est un matériau que nous n'utilisons plus en archéologie dans la mesure où il ronge les pierres elles-mêmes et empêche ou dégrade, la restauration dégrade la pierre elle-même. Du coup, un grand programme de restauration du temple doit être mis en place. Toutefois, il est encore au niveau d'études parce qu'un autre problème s'est rajouté à celui-ci, c'est l'élévation de la nappe phréatique. Vous voyez ici des sels qui remontent sur les pierres. Tout cela est produit par l'élévation du niveau de l'eau. Je vous en avais déjà montré une image quand je vous ai montré les fouilles que nous avons menées cette année. Évidemment, là, il faut un plan global d'action et celui-ci dépasse en partie les moyens de la mission et devra être fait en partenariat avec le service des Antiquités. Le dernier point que j'aimerais bien voir avec vous, c'est les objectifs dans la suite de notre mission que nous avons déjà enclenchés depuis quelques années. Comme vous avez vu jusqu'à présent, l'essentiel de mon discours portait sur le temple de Medamoud. Vous voyez ici une photographie Google Earth de l'état du site, donc de Medamoud, avec la limite de la zone archéologique. Or, les anciens fouilleurs se sont intéressés à une toute petite partie de cette zone archéologique que vous voyez ici. Pourquoi? Parce que l'objectif des fouilleurs était essentiellement de retrouver des objets qu'ils pouvaient ramener dans des musées, que ce soit à Le Caire ou que ce soit au Louvre. Toutefois, de grands espaces autour ou dans cette concession n'ont jamais encore été fouillés. C'est pourquoi, depuis 2015, un programme d'études a été mis en place. Ce programme d'études a commencé grâce à une prospection géophysique qui a été réalisée en 2015 grâce au support de l'IFE avec l'intervention de Mohamed Bouabdallah, que je tiens à remercier, qui a permis l'introduction des machines de géophysique en Égypte. Donc, ce survey géomagnétique a permis de donner un aperçu des restes dans les secteurs qui n'ont jamais été fouillés. Je vous montre ici une image de l'état actuel du terrain. Vous voyez cette zone qui n'a jamais été fouillée et qui est couramment recouverte de alpha. Bien évidemment, pour faire le survey géomagnétique, nous avons dû nettoyer les zones avant de pouvoir faire ce survey lui-même. Les résultats que nous avons obtenus sont quelque peu complexes à lire. Je vous montre ici deux images de ces résultats. Habituellement, quand on regarde une carte de géomagnétisme, on voit très clairement les structures se dessiner. Telle a été ma surprise quand les géophysiciens m'ont offert ces résultats et que je ne comprenais pas grand-chose à ces cartes-là. Les géophysiciens, pourtant, eux, étaient très contents des résultats, tout simplement parce que de tels résultats montrent l'amoncellement de phases successives et que, sûrement, il s'agit d'une accumulation de strates qui, en les fouillant, nous permettront de donner bien plus de résultats que la géophysique ne permet d'obtenir.
Toutefois, pour pouvoir analyser ces résultats, nous devons revenir au contexte archéologique de Medamoud. Et tout particulièrement, nous devons remarquer qu'à Medamoud, la grande partie du terrain archéologique est recouverte par de très nombreux tessons de céramique qui font le bonheur de notre céramologue. Je vous parlais de Zulema, dont je vous montre ici une image. Donc, tout d'abord, il faut remarquer le nombre de tessons importants qui couvrent la surface archéologique. Deuxième remarque à prendre en considération, parmi ces tessons qui sont répartis sur tout le site, un très grand nombre de tessons sont déformés. Vous voyez ici une céramique qui a été complètement déformée. Cette déformation est produite essentiellement par la cuisson des céramiques qui, laissées dans les fours, cuisaient tellement longtemps qu'elles finissaient par se déformer et du coup donner cet aspect-là. Trouver de tels tessons déformés est important pour nous archéologues dans la mesure où ils témoignent de la présence de zones de production artisanale de céramique. Évidemment, les céramiques peuvent circuler en Égypte, il y a de très nombreux exemples entre le delta et la vallée, mais pourquoi faire circuler des tessons déformés qui ne peuvent pas être utilisés? Donc là, déjà, nous avons un premier argument pour pouvoir supposer l'existence de fours à céramique. Deuxième argument, vous voyez ici un élément que nous avons retrouvé l'année dernière sur le terrain en se promenant sans même faire des fouilles. Donc vous voyez ici ce monstre qui en fait est un monstre très intéressant. Il s'agit ici de deux briques. Vous voyez une brique ici et une deuxième brique ici. Ces briques sur lesquelles sont collés, on va dire, tout un amoncellement de céramique, et nous avons ici en fait une paroi d'un four sur laquelle étaient restées collées des céramiques. Donc là, vous avez quand même des arguments suffisants pour se dire que nous aurons à Medamoud une importante production céramique. Si nous revenons maintenant à la géophysique, nous pouvons du coup interpréter d'une manière un peu plus assurée les résultats de ces géophysiciens. Donc d'un côté, nous savons que nous avons de nombreux tessons, parmi lesquels de nombreuses scories, donc ces éléments surcuits, mais d'un autre côté, nous pouvons chercher quels sont les résultats du côté de géophysique. Donc du côté de la géophysique, nous pouvons au moins reconnaître certaines structures de cuisson qui pourraient, pour l'instant, être assimilées à des productions de céramique, des fours de céramique. Il s'agit évidemment ici que d'une hypothèse de travail au vu de la documentation archéologique que nous avons. Si cette hypothèse est juste, dans les années à venir, vous voyez ici le survey d'une des zones qui se situe à une certaine distance du temple, où nous pouvons déjà réinterpréter les vestiges d'une manière un peu plus certaine. D'un côté, une grande construction rectiligne qui pourrait s'apparenter à un mur d'enceinte, mais tous ces points que vous voyez ici, ce sont des points de cuisson. Si nous supposons que ces points de cuisson correspondent à des points de production de céramique, nous aurions ici d'importants secteurs de fouilles. Bien évidemment, pour tenter de vérifier cette hypothèse, nous avons déjà commencé en 2017 à faire des fouilles dans des secteurs qui sont déjà connus. En particulier, vous voyez ici une zone où nous avons quand même fait un survey géomagnétique, mais qui était une zone déjà fouillée par Bisson de la Roque auparavant. En particulier, dans cette zone qui correspond exactement à la même zone que je vous ai montré tout à l'heure, Bisson de la Roque nous dit avoir découvert toute une série de fours à céramique qu'il a malheureusement pas totalement datés. Du coup, nous avons d'un côté refait un survey géomagnétique sur cette zone pour vérifier les résultats de la géophysique, et d'autre part, nous avons, et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant, effectué les premiers sondages dès cette année.
Les résultats de la prospection géomagnétique montrent à nouveau un élément pas très clair, mais ici, vous voyez des anomalies qui apparaissent ou qui nous font penser à des structures de cuisson. Et en effet, en ouvrant ce secteur, nous avons pu retrouver une partie de ces structures de cuisson. Donc vous voyez ici la limite de différents murs d'enceinte qui sont encore en cours d'étude et dont l'étude devra être continuée dans la mission de février. Mais ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est cette structure circulaire ici, qui est une structure qui est en fait un four à céramique dont vous voyez la chambre de cuisson ici encore préservée et le niveau supérieur de la sole. À nouveau, le niveau de la nappe phréatique nous a empêché d'aller plus bas et tenter de dégager complètement cette structure, mais je ne perds pas espoir qu'à partir de la prochaine mission, nous pourrons atteindre un peu plus bas ces niveaux. Je vous montre juste une petite diapositive pour vous montrer à quoi ressemblaient ces fours. Voici une recherche qui avait été menée par Georges Choucastian à Ain Assil, donc à Balat, où il avait restitué la forme à partir de ses propres fours à céramique, ces structures qui se divisent en deux. D'un côté, une chambre de combustion pour alimenter le four, et au-dessus, la chambre de cuisson où se faisait la cuisson des céramiques. Du coup, là, pour l'instant, nous avons juste découvert la partie supérieure de ces chambres de cuisson, donc de ces fours. L'important à retenir, c'est que ce four, d'après la céramique qui est encore collée dans les parois du four, pourrait remonter à la XVIIe dynastie. Et là, nous avons un des plus anciens fours à céramique de Thébaïde, même le plus ancien de Thébaïde, et un des plus anciens de la Haute-Égypte. Certes, il y a des fours qui remontent au Moyen-Empire, à l'époque prédynastique, évidemment, à Hierakonpolis, au Moyen-Empire, au niveau d'Assouan, mais et pour la deuxième période intermédiaire, et surtout pour la Thébaïde, vous voyez que ces cartes montrent que nous n'avons encore aucun vestige. De ce fait, vous voyez bien que la prospection géophysique combinée à l'analyse archéologique montre bien que nous aurons sûrement à Medamoud, dans les années à venir, de nombreux fours à céramique à voir. Donc ces différentes, par exemple, je vous remontre cette zone, j'espère bien qu'à partir de la mission de février, quand nous ouvrirons ces secteurs-là, je pourrai venir vous présenter de nouveaux fours à céramique. Ce qui est important à remarquer, c'est que dès aujourd'hui, nous savons que la production céramique de Medamoud s'étend depuis la deuxième période intermédiaire jusqu'au début de l'époque byzantine sans interruption, tout simplement parce que nous avons retrouvé des scories, donc ces éléments, ces parties de céramique, c'était son surcuit. Nous pouvons restituer, on en a de la deuxième période intermédiaire jusqu'à l'époque byzantine, à chaque étape, de manière assez claire. Donc nous avons ici un site qui devait produire de manière quasi industrielle de la céramique, et ce n'est pas par hasard sûrement que les Grecs ont renommé le site Kéramikée, donc Kéramikée, céramique. Vous voyez bien le lien entre ces différents éléments. Évidemment, une fois ces fouilles pourront se développer, nous pourrons aussi tenter d'étendre un peu plus notre réflexion. Là, pour l'instant, nous savons qu'il y a un secteur de production de céramique près du temple au début du Nouvel Empire, la XVIIe dynastie. Un deuxième secteur à céramique, pour l'instant, nous ne pouvons pas le dater parce qu'il faut attendre la fouille pour vraiment pouvoir vous apporter une réponse, et un dernier secteur qui avait déjà été fouillé et dont la production remonte à la basse époque et au début de l'époque ptolémaïque. Donc déjà vous voyez a priori un éloignement progressif de la production de céramique entre le Nouvel Empire et l'époque ptolémaïque. Évidemment reste encore ce secteur-là, mais
on pourrait bien prévoir une étape intermédiaire entre les deux. Cet éloignement progressif correspond aussi à l'agrandissement du temple. Donc, plus le temple devient grand, plus les structures artisanales se mettent à distance, évidemment, parce que la production de céramique, qui implique une cuisson, implique de la fumée, donc on imagine difficilement installer ces structures très près du temple. Évidemment, cette fouille de ces secteurs artisanaux devra également être mise en rapport avec une étude globale du matériel et tenter de voir si nous n'avons pas des axes de circulation ou des liens entre le temple et ses productions de céramique. Pour l'instant, la documentation ne nous donne aucune information là-dessus. Je ne pouvais pas, évidemment, terminer ma conférence sans évoquer le charme de Medamoud. Medamoud reste encore un de ces endroits d'Égypte en partie préservé à la fois ne serait-ce que parce que les routes ne sont pas encore goudronnées, donc c'est encore un cadre un peu charmant. Et je reprends à mon compte plusieurs éléments qui sont dits dans plusieurs lettres des fouilleurs. Je suis encore sous le charme de la douceur et de la beauté de cet après-midi à Medamoud. En effet, à chaque fois qu'on vient à Medamoud, on reste encore un peu sous le charme du site, ne serait-ce parce que, je ne sais pas si vous l'aviez vu tout à l'heure, nous avons encore aujourd'hui des petits colocataires dans le site avec des petites chèvres qui agrémentent largement notre séjour sur le site. Je vous remercie.